Donc merci beaucoup à Fanny d'être là et François aussi. Donc François que vous connaissez mais qui aujourd'hui se retrouve dans à la fois un rôle d'intervenant puisque évidemment son travail est quand même lié plus de près que de loin au monde du sport et un rôle un peu intermédiaire de chroniqueur slash consultant qu'on retrouvera sur les chaînes télé et donc Fanny qu'on remercie vraiment chaudement d'être là pour faire un petit retour d'expérience sur son parcours et donc je vais directement te laisser te présenter. Merci encore. Et François aussi, en vrai, je suis chaud que tu te représentes parce que pour avoir... Non mais commençons pas. Non. Je te laisse la parole. Merci, ça marche bien. Ouais, super. Bonjour à tous et à toutes. Donc je m'appelle Fanny Koenig. Je suis originaire d'Alsace. C'est assez important pour moi de le préciser parce que je suis très attachée à ma région et en fait j'y ai fait toute ma scolarité, prépa compris d'ailleurs, avant d'arriver du coup en école. Pourquoi aussi le monde du sport, c'est qu'en fait depuis toute petite, depuis mes 4 ans, je pratiquais un sport à haut niveau, donc ça se voit pas mais le basket, parce que j'étais le poste de meneuse, donc la petite de l'équipe on va dire. Donc j'en ai beaucoup fait, j'étais en cursus sport-études etc. Donc j'en ai vraiment beaucoup fait, jusqu'à arriver en prépa, donc j'ai passé mon bac et là il a fallu faire le choix malheureusement de stopper le basket, de le mettre entre parenthèses pour mettre un peu toutes les chances de mon côté et réussir les concours. Donc là j'étais en prépa ECS à l'époque, je sais pas si c'est encore le... Non, c'est ECG maintenant, mais vous voyez l'idée. Bac S puis prépa commerce. Oups, ouais. Moi j'ai adoré... Ouais. Je sais pas si c'est bon, ok. Donc très belle expérience et ensuite du coup l'entrée en école. Donc j'ai intégré HEC comme Simon et François, une promo avant eux. Moi ça a été un peu un choc honnêtement quand je suis entrée à HEC parce que je connaissais personne tout simplement. J'avais aucun copain, je venais d'une petite prépa donc ça a été assez un choc, mais la joie de retrouver le sport pour le coup, parce que sur le campus d'HEC en fait on est à Jouy. On n'est pas du tout à Paris. Et donc, j'ai pu... là, j'ai repris le basket, j'ai commencé le hand, j'ai commencé le rugby. C'était... Voilà, je faisais tout le temps du sport. C'était génial. Et est venue la question de m'orienter vers les carrières du sport. Donc là, je me suis vraiment posé la question de... parce qu'en fait, personne sortie d'HEC ne faisait ça, ou vraiment très peu de personnes. J'avais aucun rôle modèle auquel m'attacher. Parce que tout le monde me parlait uniquement de conseils en strat ou de la finance. Donc je me suis dit, mais est-ce que je devrais le faire, est-ce que je devrais pas le faire? Donc j'ai fait un premier choix, c'est que donc au bout de mes 2 premières années à HEC est arrivée l'année de césure, donc l'année où on fait 2 stages. Et là je me suis dit, Fanny, si tu fais directement un stage dans le sport, tu vas peut-être te fermer ton CV. Donc c'est un choix qui peut être critiquable, mais en tout cas, j'ai décidé de faire 2 stages qui n'avaient rien à voir avec le sport pour un peu m'ouvrir à d'autres univers. Donc, je fais un premier stage dans la mobilité durable, un deuxième stage en start-up dans l'éducation. Donc, rien à voir. Et à la fin de ces 2 stages, j'ai décidé de faire une année sabbatique, donc ce qu'on appelle une double césure, en tout cas dans le jargon d'HEC et que pas mal d'étudiants font. Et là, par contre, j'avais qu'un objectif en tête, c'était de bosser pour Paris 2024, donc les Jeux Olympiques, parce que ça arrive une fois dans la vie dans son pays. J'avais l'opportunité d'y rentrer en stage, donc là j'ai tout fait pour y rentrer en stage. J'avais pas de piston, voilà, mais j'ai postulé à toutes les offres que j'ai pu. Je me suis renseignée à fond, j'ai contacté des gens et donc j'ai pu y rentrer. J'y suis rentrée en stage. Ce stage m'a permis de sécuriser mon alternance à HEC. Donc il y a un master qui permet, qui est en double diplôme avec Polytechnique et Télécom pour faire de l'alternance. Donc j'ai fait ce master là et ensuite j'y suis restée encore 1 an et demi après ma diplomation en poste jusqu'au jeu. Et pour le dire en 2 mots, pardon, pour pas faire trop long, mais le dire en 2 mots, ce que je faisais à Paris 2024, j'étais dans la direction des sports, donc vraiment sur les compétitions sportives, et je me suis occupée de l'ensemble des arbitres des Jeux, que ce soit les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques. Donc il y avait 4700 arbitres, donc c'est une population à laquelle on prête pas trop attention, mais qui est pourtant essentielle pour la bonne tenue des compétitions. Je m'occupais de tous les services de ces arbitres, donc c'est-à-dire qu'il y avait 54 sports. Et en fait,
une dizaine de services. Donc quand on dit services, ça va être les transports, les accréditations, les hébergements, les uniformes, la nourriture, etc., etc. Et donc c'est en fait coordonner cette bonne tenue des services, aussi avoir voilà, une sorte de continuité dans les services malgré les différentiels en termes de sport, de sites de compétition, etc. Donc je m'occupais vraiment, c'était un poste à 360, transverse, avec énormément d'interlocuteurs, de la gestion de projets complexes. Et j'ai pu bosser sur la partie temps, stratégie, planification et sur le terrain, gestion de crise pendant les Jeux. Et donc ça a été très très formateur. Et juste pour vous dire ce que je fais aujourd'hui, même si ça va peut-être changer dans les prochains mois, aujourd'hui j'ai décidé, et ça je pense qu'on va en parler peut-être dans le question-réponse, mais l'après-jeu a été un peu compliqué pour tous les salariés de Paris 2024. C'est-à-dire qu'en fait on était 4500 salariés au comité d'organisation en même temps sur le marché du travail. Beaucoup de mes copains ont difficilement trouvé, voire n'ont toujours pas retrouvé de travail. Donc c'est quand même une réalité. Le monde du sport est compliqué là-dessus. Il y a quand même assez peu d'opportunités. Et moi, j'ai fait le choix justement de un petit peu m'en détourner momentanément, en tout cas, parce que les postes auxquels je pouvais un petit peu prétendre, donc assez junior, mine de rien, parce que j'avais 1 an et demi de travail derrière moi post-diplôme, me semblait trop terrain, pas assez sur de la stratégie et de la planification pour que je décide d'y aller. Donc c'est pour ça que là, depuis 1 an maintenant, je travaille auprès d'un entrepreneur social qui s'appelle Alexandre Mars et qui a fondé notamment un fonds de dotation qui s'appelle Infinite et qui aide des jeunes de milieux populaires à financer leurs études supérieures. Donc j'y suis depuis 1 an. Et c'est un travail à impact, donc c'est assez intéressant, mais c'est vrai, pour être honnête, le sport me manque un peu. Donc là, je commence quand même à considérer peut-être d'y revenir, mais je suis pas prête, je pense, à accepter n'importe quel, auprès de n'importe quel, on va dire, type d'acteur, et je pense qu'on va peut-être y revenir d'ailleurs sur les types d'acteurs. Pardon, j'ai parlé beaucoup trop, mais voilà un petit peu succinctement. Non, pas du tout. Merci beaucoup, c'est super. François, je te laisse te présenter. On va effectivement après revenir sur ce que ça veut dire bosser dans le sport, les types d'acteurs dans le sport, etc. Et ensuite revenir dernièrement sur plus précisément pour le coup ce que tu faisais aux Jeux de Paris 2024. Donc même si vous me connaissez bien maintenant, pour me représenter très brièvement, donc moi je viens du nord de la France, pas de l'Est. J'ai pratiqué du football et du tennis donc à haut niveau jusqu'à l'âge de 16-17 ans. J'étais en centre de formation en football. Au tennis, j'étais niveau régional, national. Et comme Fanny, j'ai arrêté finalement ce triple projet pour faire prépa, pour intégrer HEC, etc. Et il se trouve que assez rapidement en école et même en prépa, je me posais beaucoup la question de mon avenir, mon projet pro. Et j'avais en tout cas 3 grands thèmes qui m'animaient. Il y avait le sport, d'accord. Il y avait l'éducation, parce que je trouvais qu'en France, j'ai été frustré tout au long de ma scolarité, finalement. Je trouvais qu'on n'allait pas assez loin dans certaines matières, qu'en prépa, au contraire, c'était trop d'un seul coup et trop théorique. Et en école, j'en parle même pas. Donc ça, c'était le deuxième secteur qui m'animait. Et il y avait le secteur de l'énergie également, parce que je trouvais que c'était un secteur... En tout cas, c'est un secteur phare et hyper important dans les décennies à venir. Donc, c'était vraiment les 3 options que j'avais en tête. J'ai beaucoup testé. Donc, je suis notamment en école, dans mes stages. J'ai suivi un peu la trajectoire classique. Donc, je suis allé en corpo-strat d'abord, dans une compagnie d'assurance, à l'opposé de ce que je voulais faire. Donc, complètement débile. Ensuite, j'ai fait du venture capital. Donc dans le fond de la SNCF. Donc là, c'était absolument génial pour le coup, parce que j'aidais vraiment des entreprises en tout cas à travailler avec la SNCF et en plus à les financer pour permettre leur développement dans l'industrie 4.0, dans l'énergie et évidemment dans les mobilités. Donc ça, c'était assez passionnant. Et après, je suis revenu dans la start-up tech, donc avec beaucoup de levées de fonds. J'étais en growth marketing. Et comme Fanny, j'ai effectué une double césure. Là, je me suis dit, je suis vraiment à l'opposé de là où je veux être finalement. Et il se trouve que j'ai commencé donc d'abord une réflexion par rapport au sport,
Au départ, je me suis dit, je veux travailler dans le sport. Mais on commence par où? Quand on se dit, je veux travailler dans le sport. Alors presque, les Jeux Olympiques, ça vient assez facilement. Je dirais, on y pense directement. Après, on va penser être directeur sportif du PSG. Et après, il y a quoi dans le sport? Donc là, j'ai commencé à regarder sur LinkedIn différentes entreprises, Decathlon, UTMB, des entreprises en tout cas que j'avais identifiées qui me semblaient intéressantes. J'ai pu échanger avec certaines personnes et il y a notamment une personne donc ça faisait 20 ans qu'il travaillait dans le sport, notamment il était directeur d'Eurosport, etc. Je l'appelle et il me dit présentez-vous, donc je me présente et je dis ouais, moi je suis passionné de sport et je veux vraiment travailler dans le sport. Il m'arrête, il fait on recommence. Il dit ton argument il est nul. Bon ok, je recommence. Je veux travailler dans le sport parce que j'ai évolué depuis que je suis tout petit dans ce milieu. Stop, on recommence. Donc là je comprenais pas bien, c'était mon premier échange avec lui. Je postulais même pas pour son entreprise, c'était uniquement pour comprendre lui ce qu'il faisait. Et il m'a donné le meilleur conseil, en tout cas qu'on a pu me donner, c'est si tu veux travailler dans le sport, il y a à peu près, je pense, 20 millions de passionnés de sport en France. Donc, imaginez dans le monde, c'est pas par votre passion que vous allez vous démarquer. Et il y a plein de personnes dans l'univers du sport qui sont très haut placées, qui n'aiment pas le sport. Ok. Le président actuellement du CNOSF, donc Comité national olympique du sport français, la personne qui est responsable des médailles à Los Angeles dans 2 ans. Donc là, il est en contact direct avec la performance. Lui-même nous dit, moi, je suis pas passionné de sport. Je regarde pas de sport. En revanche, je pense que je suis bon dans l'organisation des hommes et des femmes. Là-dedans, je suis bon pour tirer le meilleur d'eux-mêmes, etc., etc. Donc ça, c'est quand même quelque chose à avoir en tête. Évidemment, la passion est quelque chose d'important. Et si vous voulez travailler dans le sport, c'est sûrement parce que vous êtes passionné, mais c'est pas ça qui va vous démarquer. Il se trouve que dans le même temps, j'étais dans le même master que Simon et David avaient déjà réfléchi à une école, en tout cas pour permettre à des profils différents d'associer des études exigeantes et leur sport ou leur art. Donc ça s'appelait déjà White School Talent. Et quand Simon m'a évoqué au bout de 5 minutes, j'ai dit moi je suis prêt à quitter mon alternance, je veux travailler avec toi sur le projet. J'ai rencontré David dans un dîner dans un restaurant thaïlandais. Pendant 4 heures, on n'a pas parlé de talent une seule fois, ni de boulot une seule fois. On a parlé de sport, de valeurs, peu importe. Et donc là, on s'est dit, au bout de 4 heures, on n'a pas parlé de travail, mais on veut travailler ensemble. Donc voici un petit peu l'histoire, comment je suis arrivé chez White. Et il se trouve qu'aujourd'hui, sur Talent, vous voyez, donc je suis en lien avec le sport, directement, avec pour le coup même la performance sportive, puisque le but c'est de parfois décaler l'examen de maths pour permettre finalement à un étudiant de participer au championnat de France de canoë-kayak. Ça, je suis en contact direct avec les coachs, avec les structures sportives qui les accompagnent. Et pour autant, mon métier, ma passion du sport, je pense que quelqu'un de non passionné pourrait faire le même job que moi. Ok, aussi bien de ça. Alors évidemment, je pense que la passion m'aide à m'intéresser encore plus à mes étudiants, mais c'est pas forcément le cœur en tout cas du métier. Et ça, c'est le premier mythe que je voulais déconstruire avec vous, c'est être passionné de sport, c'est bien, mais travailler dans le sport, il faut des choses différentes. Excellent, merci beaucoup. Donc, quand on est en prépa ou en école, qu'on a quand même cette intuition que le sport en général, avec un grand S, est intéressant, quelles sont les questions qu'on doit se poser, quels sont les choix qu'on a, comment est-ce que vous feriez pour organiser la chose et comprendre où partir, quoi. Je pense que déjà, il faut se demander pourquoi exactement. Je rejoins François sur le fait que la passion ne suffit pas, voire même n'est même pas un argument. Parce que il faut avoir envie de se lever le matin, etc. Mais vraiment, pourquoi est-ce qu'on veut se diriger vers le sport ? Parce que juste aimer le sport, effectivement, ça ne suffit pas. Donc c'est vraiment le pourquoi et aussi sur quoi est-ce qu'on pense qu'on peut apporter de la valeur.
sur quoi est-ce qu'on pense qu'on peut être bon, dans quel domaine on a envie d'apprendre, donc dans lequel on a envie d'évoluer, juste pour peut-être faire un petit panorama de ce qui est possible dans le sport, parce qu'en fait, quand on dit sport, il y a vraiment 10 000 acteurs et peut-être sûrement il y en a auxquels on ne pense pas. Le premier, je pense, auquel vous allez penser tout de suite, c'est les clubs de sport, forcément de foot, mais il y a plein de clubs professionnels dans énormément de sports. Donc on va avoir le côté club. On peut avoir aussi, et ça c'est très important, le côté institution. Quand je dis institution, ça peut être, moi par exemple, mes interlocuteurs, c'était beaucoup les fédérations internationales. Une fédération internationale, c'est genre la FIFA par exemple, ou World Rugby, qui vont être l'institution qui va vraiment décider non seulement des règles qui sont appliquées à un sport, mais aussi de toutes les grandes compétitions. C'est elle qui va valider à chaque fois, mais on va jusqu'à la validation, c'est-à-dire de la couleur du poteau de rugby. Enfin, vraiment, on est sur une institution qui va vraiment tout gérer. Donc, les fédérations internationales, on a aussi, tu l'as mentionné, le CNOSF au niveau français, Comité national olympique du sport français. Au niveau international, ça va être le CIO, l'IPC pour le côté paralympique. Donc ça, c'est vraiment des institutions publiques françaises. On a aussi des institutions publiques françaises et internationales. On va aussi avoir tout ce qui est sponsoring. Ça, je pense que vous en êtes conscient, mais c'est aussi tout ce qui fait tourner le sport. On va avoir les diffuseurs. On va avoir aussi des entreprises, par exemple, auxquelles on ne va pas forcément penser, mais qui vont, via le sponsoring, en fait, être dans des... qui vont être concernés par des événements sportifs. Par exemple, si on prend le Tour de France, on va avoir des entreprises qui peut-être n'ont rien à voir avec le sport, mais qui vont en fait avoir une équipe et être inclus dans ce grand type d'événements. On va aussi avoir des entreprises qui vont vraiment être spécialisées pour le côté événementiel. Et c'est là où je te rejoins tout à fait. Par exemple, à Paris 2024, on avait beaucoup de personnes qui venaient de l'événementiel et qui, franchement, n'en avaient rien à cirer du côté sport. En fait, ils n'étaient même pas justement en lien avec pour le coup les compétitions sportives. Par exemple, ça va être des gens qui vont s'occuper de tout ce qui est les installations temporaires pour les jeux. Par exemple, si vous êtes allé voir le beach volley, donc vous savez, c'était un stade magnifique au bas de la Tour Eiffel. En fait, c'était un stade temporaire. Donc, c'est-à-dire que ces tribunes-là et toutes ces installations-là, il faut les construire. Il faut des gens qui aient l'expertise de les construire. Donc ça, c'est l'exemple de personnes qui vraiment sont uniquement là pour le côté vraiment événementiel. Et ça, pour le coup, je dis uniquement sans aucun jugement, hein, c'est génial, mais pour le coup, il y a énormément d'entreprises qui sont en lien avec des événements sportifs, mais qui sont plus pour le côté événement que pour le côté sportif. Donc ça, c'est possible aussi. Il y a tout le côté après presse forcément aussi, je sais pas si on pense à l'équipe, aussi aux grands organismes qui organisent des événements, par exemple ASO qui organisait jusqu'à cette année par exemple le marathon de Paris. Un petit panorama. Il y en a évidemment d'autres, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a énormément de voies d'entrée pour entrer dans le sport. Donc voilà, peut-être un peu se poser la question de où est-ce qu'on se verrait peut-être aussi dans 5 ans, sur quel type de poste, sur quel... je pense qu'en tout cas, il ne faut pas le sport pour le sport. Ça, c'est important. Et pour toi, la réflexion doit d'abord commencer sur le type d'organisation plus que sur le métier, c'est-à-dire le sous-métier. Est-ce que je vais bosser en finance, en marketing, en fait tous les métiers après classiques qu'on connaît existent évidemment dans cette industrie, ou est-ce que c'est deux réflexions indépendantes qui se complètent, ou est-ce que pour toi il faut d'abord se dire est-ce que je veux bosser via le prisme finance dans le monde du sport ou dans le monde du sport, et ensuite voir si je fais de la finance? C'est une très bonne question, mais ça c'est assez personnel. Non mais parce que par exemple j'ai un copain là qui bossait avec moi à Paris 2024 en contrôle de gestion, et lui en fait toutes les portes s'ouvrent à lui, parce que le contrôle de gestion, ça va vraiment être un poste qui va être énormément recherché, notamment dans des clubs de foot. Là il travaille pour l'OM, et pour le coup il a eu aucun mal à trouver. Vraiment là lui toutes les portes s'ouvraient à lui, mais après il faut vouloir aussi faire du contrôle de gestion. C'est-à-dire que lui, un petit peu le risque, c'est d'être un petit peu cantonné à son job de contrôleur de gestion et avoir une évolution un petit peu plus difficile, et parfois aussi
être assez loin du côté sportif. Donc c'est pour ça qu'il y a tout un ensemble de métiers qu'on peut appeler des fonctions support qui vont être pour le coup très intéressant en termes d'employabilité, vous allez avoir énormément d'opportunités, mais il faut aussi se poser la question de est-ce que vous voulez faire ce type de job, même si lui il est très heureux et vraiment pour le coup des contrôleurs de gestion, il y en a besoin. Et ce qui est intéressant aussi sur ce type de poste, c'est que si à un moment on a envie de partir du sport, c'est un type de poste qui est disponible partout, dans plein d'autres secteurs, donc ça c'est important. Par contre, c'est vrai que si vous avez plus la fibre de vous dire voilà, il y a un événement, j'ai envie d'être sur plus le côté organisation, j'ai envie de potentiellement faire plusieurs métiers dans ma vie, un moment être sur la billetterie, un moment être sur les services aux spectateurs, etc. Là, va peut-être falloir se dire, je vais peut-être viser plutôt un type d'événement, un sport ou un type d'acteur plutôt que le métier en tant que tel. Oui, donc se spécialiser dans une verticale et après avec des métiers différents ou alors choisir le métier. Et avec de fait si je comprends bien dans ce que tu dis, un ratio à trouver qui est évidemment personnel entre la proximité avec le sport au sens du spectacle et au sens spectateur quoi. Et la sécurité ou l'employabilité. Plus on est éloigné, plus on peut changer de secteur quoi. Et pour compléter ce que dit Fanning, je pense que c'est important en tant que préparationnaire, justement dans vos entretiens de personnalité ou alors même dans des entretiens réels, c'est d'aborder le sport et votre volonté de travailler dans le sport avec un angle particulier. Parce que travailler chez Nike en marketing, est-ce que c'est très différent de travailler chez Pampers en marketing ? Je suis pas sûr. Ok. Donc, et on peut vouloir travailler pour Nike en marketing, mais le rapport au sport n'est pas du tout le même qu'être agent de joueur. Okay, donc ça, il faut quand même vraiment l'avoir en tête. Et je pense dans son projet, il faut savoir identifier l'angle par lequel on veut entrer et être en contact avec le monde du sport. Si vous êtes passionné du sport stricto sensu, c'est-à-dire le contact avec la performance, il faut peut-être s'orienter vraiment sur être coach, mais dans ce cas, il faut se le dire maintenant, d'accord ? Ou alors, si vous voulez vous êtes passionné de maths et vous voulez entrer dans le monde du sport, c'est être data analyst, en tout cas sport scientist. Il y a plein d'exemples, notamment nous on a des amis justement qui s'occupent d'athlètes qui font l'UTMB, qui ont gagné l'UTMB, et eux ils sont sport scientists, c'est-à-dire qu'ils adaptent le programme justement de ces athlètes en fonction de leurs statistiques, de leurs performances, etc. Donc il faut quand même avoir cette vision-là, de se dire dans quoi je veux travailler et par quel biais. Parce que votre travail au jour le jour, ça va pas être d'être footballeur professionnel. Ok. Effectivement, il y a tout le pan ingénieur qui effectivement maintenant il y a une mathématisation du sport qui est aussi pas forcément les profils naturels post-école de commerce, mais ça ouais c'est Fanny une tendance que tu vois dans les métiers qui se créent ou genre dans la dynamique d'ingénieuriser la profession là où beaucoup de métiers du sport jusqu'à il y a quelques années était quand même beaucoup lié à la commercialisation comme on pourrait imaginer d'un club sportif ou le sponsoring, d'ailleurs c'est les premières choses que tu as évoquées. Est-ce que c'est quelque chose que tu vois, une forme d'ingénierisation du métier ou pas tant ? Pour être honnête, moi, je vois totalement l'exemple que tu prends, c'est Enduro, je crois, qui fait ça. Moi, en tout cas, de ma perception, je ne l'ai pas trop vu. J'ai plutôt... je pense que dans les faits, c'est vrai. Après, je ne saurais pas dire... Je pense que on va parler de l'INSEP ou de la haute performance si on s'adresse sur ces métiers-là, qui, je pense, sont assez niches si on prend la globalité de l'écosystème du sport. C'est de ma perception, après faudrait voir exactement, mais en tout cas moi je l'ai pas senti. Par contre ce que j'ai senti, et c'est vrai que ça m'a posé, je me suis pas mal posé de questions là-dessus, c'est que quand je suis arrivée à Paris 24, l'école que j'ai faite,
personne n'en avait rien à faire. Et c'est vrai que tu te dis un peu, mais quand même j'ai galéré en prépa, j'aimerais bien que ce petit ticket HEC il me permette, je sais pas, d'avoir peut-être d'être à un poste un peu plus intéressant ou autre. Et en fait personne n'en avait rien à faire. Donc moi, honnêtement, j'ai assez peu d'ego là-dessus. Donc, juste au début, je me suis dit, mince, est-ce que par rapport à mes camarades, j'ai fait le mauvais choix ? Est-ce que je devrais aller en conseil ou en finance parce que je vais gâcher la chance que j'ai de venir d'intégrer HEC. Je me posais aussi la question par rapport à mes parents, parce que moi je viens de la classe moyenne, mais mes parents ont fait un peu des sacrifices aussi pour que je puisse, pour m'aider pour mon prêt étudiant, etc. Enfin, je me suis vraiment posé la question de est-ce que je suis pas en train de faire une énorme connerie, parce que si, le sport, en tout cas quand on commence en junior, ça paye très mal. C'est-à-dire que je vais prendre Paris 2024, mon premier stage, j'étais payée 500 € par mois. Je suis pas parisienne, je pouvais pas, sans l'aide de mes parents, je ne pouvais pas vivre à Paris, c'était pas possible. Et donc, ça demandait un sacrifice aussi. Donc, je leur ai posé la question, je leur ai dit, franchement, vous m'avez aidé quand j'étais en prépa, etc. Je sais que là, peut-être, le fait que je sois à HEC, vous vous attendez à ce que j'aille en conseil ou en finance pour avoir des carrières plus rémunératrices. Est-ce que vous êtes OK avec le fait que j'aille en sport, j'aille dans le sport? Et ils m'ont dit, mais Fanny, on veut pas te voir malheureuse, nous, on veut juste ton bonheur, donc on te suit dans ce projet-là. Et donc voilà, donc c'est aussi avoir en tête que je sais qu'en prépa on est cadré sur l'école fait beaucoup et c'est génial, il faut être drivé pour donner le meilleur de soi-même, mais c'est vrai que dans le monde du sport pour le coup, et ça a été mon cas, l'école on n'en a rien à faire. Mais par contre après, moi j'ai prouvé, je pense que à un moment je pouvais avoir des responsabilités, on pouvait me faire confiance. Et peut-être pour expliquer en 2 mots comment ça s'est passé l'évolution, donc je suis arrivée en stage. Donc vraiment au bas de la pyramide. 3 ans et demi plus tard, j'étais seule au village paralympique, responsable de 1500 arbitres. Et la seule personne qu'on contactait s'il y avait le moins de problèmes pour ces 1500 arbitres. Donc j'ai eu un degré de responsabilité qui était fou. J'étais au centre de gestion de crise s'il y avait le moins de problèmes, j'étais la personne qu'on appelait. Évidemment, je prenais pas une décision toute seule parce que là, on parle quand même d'un événement, du plus grand événement du monde. Mais je veux dire, la responsabilité qu'on m'a donnée était folle. Rien à voir avec HEC, c'était vraiment le fait que j'ai réussi à prouver sur le terrain que en fait je pouvais endosser ce genre de responsabilité. Donc ça, je pense que c'est important de démystifier le fait que le fait d'avoir fait telle ou telle école va vous permettre d'accéder à tel poste. C'est vrai dans d'autres secteurs, je pense que dans le sport c'est moins vrai. Ça va dépendre évidemment, il y a sûrement des acteurs du sport dans lesquels ça va permettre de peut-être passer un échelon ou autre. Là en tout cas moi c'était vraiment pas le cas. Et pour le coup moi ça m'a pas posé de problème parce que j'avais envie de montrer que j'étais légitime et que je pouvais y arriver. D'ailleurs les filles, il y a de plus en plus de femmes et c'est très bien. Et je pense que ça aussi les mentalités évoluent aussi dans les fonctions directrices. Ça continue de prendre du temps mais en tout cas moi à Paris 24 ça a jamais été un frein. Voilà un petit peu. Et aussi sur le côté pour être honnête avec vous, et je vous l'ai dit un peu en introduction, c'est un secteur dans lequel il y a peu d'élus. Il y a beaucoup de gens qui veulent y travailler et il y a peu de postes. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête et être prêt à un petit peu se remettre en question pas mal de fois, et à pas lâcher en fait tout simplement pour essayer de faire sa place. Donc ça je pense que c'est assez important. Et comment justement on se différencie pour faire partie des peu d'élus parmi tous les appelés? C'est quoi, j'arrive en école L3, je sais que je vais bosser là-dedans, qu'est-ce que je peux faire avant d'avoir ce stage et avant qu'on me dise t'as pas d'expérience dans le milieu, donc reviens quand t'as de l'expérience, mais si personne m'en donne, etc. Et le fameux cercle vicieux de démarrage, comment est-ce qu'on peut faire en sorte de se différencier ou de se créer un peu un... Moi j'ai un conseil, c'est créer votre événement sportif, créer votre asso de sport, vraiment. Ça franchement c'est le truc, il faut que vous montrez que vous êtes déter, et que vous n'êtes pas justement comme on le disait avant, juste quelqu'un qui a fait pas mal de sport, qui est passionné. À un moment, non, vous créez votre événement, mais ça n'a pas besoin d'être un truc
un truc complexe. Hein. Là, justement, j'ai aidé une de mes copines de Paris 24, partie de rien, elle a créé son trail. Il y avait 230 participants. Moi, j'étais speaker de l'événement et c'était génial. Et ça, pour le coup, elle, ça va lui permettre aussi derrière de revendre cette expérience. Et c'est du concret. C'est-à-dire qu'elle a organisé un événement à partir de zéro en moins d'1 an pour accueillir un trail de 230 personnes. Donc ça serait vraiment ça, le premier conseil que je donnerais, c'est on montre que juste on est capable d'organiser quelque chose. Si par exemple on veut aller vers de l'événementiel, et sinon c'est essayer de contacter des gens, de poser des questions, de s'y intéresser, essayer aussi. Et ça, moi j'ai découvert à Paris 2024, il y a énormément de possibilités d'être volontaire dans des événements sportifs. Foncez, vraiment. Nous par exemple à Paris 24, on avait le droit en tant que salarié, on avait 1 semaine, on était payé comme salarié, mais on pouvait aller aider dans des événements sportifs. Donc à l'UTMB, moi j'étais bénévole sur le marathon de Paris, sur les événements tests de triathlon. Enfin, vraiment, ça c'est tout bête. Il y a plein d'événements sportifs qui recherchent des bénévoles. Foncez. Enfin, vraiment, c'est hyper important, je pense. C'est clair. Est-ce que tu dirais que le cadre associatif, sportif, interne à une école, est en soi un levier ou en fait finalement pas tant que ça, parce que c'est un peu la fausse bonne idée qui est valorisée, qui dans ta tête est valorisée quand tu es trésorier de l'asso ou vice-président d'une asso, etc. Tu as l'impression que c'est très important, mais qu'en fait ça fait pas forcément une différence incroyable dans les... Je pense que ça va dépendre. Si par exemple on va parler de l'EDEC et que tu es le trésorier de la course croisière EDEC ou le président, là quand même on est sur il me semble, le plus grand événement sportif d'Europe, étudiant. Là quand même ça en jette. Par contre, c'est vrai que moi je prends, moi à HEC j'étais présidente du club de basket, vice-presse du club de hand. En vrai c'était intéressant, mais dans les faits, voilà, c'était quand même des petites responsabilités, donc je pense que c'est important de le mentionner. Ça montre quand même que non seulement vous êtes pratiquant, mais vous vous engagez, mais je pense qu'il y a moyen de faire un petit peu plus. Donc je pense que ça va vraiment dépendre d'un petit peu du cadre de l'asso. Et si le sport que vous aimez n'existe pas dans votre école, c'est le moment de créer l'asso, créer des événements, créer des week-ends et emmener un petit peu les étudiants avec vous sur ce projet. Et je reviens sur le sujet que tu évoquais tout à l'heure, qui est quand même intéressant et sur lequel j'aime bien poser la question. Donc le sujet du salaire et de la rémunération, surtout quand on a une tension existante entre potentiellement un métier qui peut sembler passion, ou en tout cas un métier par intérêt, et des rémunérations potentiellement un peu plus faibles que certains métiers. Et par définition, quand on sort d'une école qu'on a payé cher, il y a des impératifs à le faire parfois, souvent même. Est-ce qu'il y a quand même certaines intersections dans les métiers du sport auxquelles on peut prétendre si on veut assurer une vie qui permet d'avoir un loyer et de rembourser un prêt en début de carrière? J'en ai pas parlé avant dans les acteurs du sport, mais il existe des cabinets de conseil spécialisés dans le sport. Donc ça, ils existent. Enfin, je sais que Lagardère, on prend PwC aussi, qui par exemple, PwC avait un partenariat avec Paris 2024, donc on avait beaucoup des salariés de PwC qui travaillaient en fait directement sur les jeux et qui du coup touchaient un salaire, on va dire, plus important là-dessus. Donc il existe en tout cas au niveau forcément du conseil des possibilités. Il y a aussi des boîtes de conseil peut-être moins connues du grand public qui vont vraiment être spécialisées dans le sport et qui vont vraiment intervenir sur des événements. Après, forcément, il faut réfléchir aussi en termes de sport. Il y a des sports, entre guillemets, ou des fédérations ou autres qui vont être plus rémunérateurs que d'autres. C'est tout bête. Le foot, le tennis, les sports automobiles, ça va être des sports qui vont être plus rémunérateurs. Donc ça peut être une possibilité, même si on n'a pas forcément d'affinité avec ce sport-là, en fait, entre guillemets, faire un peu ses gammes, s'il est possible, justement... à la fédération française de tennis, aller essayer d'avoir un poste en club de foot, même si c'est pas facile. Et surtout, club de foot, je pense que ça va vraiment dépendre. J'étais ce matin avec une copine qui est au PSG, donc elle, pour le coup, le salaire est plutôt pas mal, mais dans d'autres clubs
d'autres clubs de foot, c'est plus compliqué. Donc c'est vrai que c'est un vrai sujet. Je pense que franchement, c'est un vrai sujet et qu'en début de carrière, quand on a un prêt sur le dos, c'est vrai que le monde du sport, je pense que ça peut être un peu compliqué de l'aborder tout de suite. Donc ça, après, ça... un peu au cas par cas, et je pense qu'en ce moment, de toute façon, le monde du travail, il y a plein d'évolutions, donc je ne voudrais pas dire quelque chose qui pourrait aussi changer pas mal, mais ouais, c'est un sujet à prendre en compte, c'est clair. Moi, pour compléter un petit peu le sujet, il y a un sous-secteur dans le sport notamment qui est vraiment en vogue et qu'on oublie souvent, c'est le sport santé. Okay, parce que là, on parle beaucoup de sport de haut niveau, de fédération, etc. N'oubliez pas le sport santé, c'est-à-dire tous les studios même de pilates, les studios de cyclisme en intérieur, les salles de sport. C'est ce qui concerne peut-être 90% des sportifs de manière générale en France. Et ça, c'est vraiment en vogue. Sur le plan politique également, c'est un énorme enjeu. C'est 1 euro dépensé dans le sport par l'État, c'est 13 euros rapportés à la société. Vraiment en externalité, donc c'est énorme. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Moi, j'avais beaucoup discuté avec des personnes qui avaient entrepris justement dans ce secteur-là, dans ce sous-secteur, et ils étaient en expansion immense. Donc là-dessus, n'hésitez pas, je pense, à contacter sur LinkedIn. Moi, j'avais eu 9 réponses sur 10, honnêtement, juste en disant tiens, j'aimerais prendre un café parce que je m'intéresse à ce que vous faites. Alors il faut bien le tourner, mais les personnes étaient complètement ouvertes, et je pense que le secteur du sport manque de personnes sorties de grande école également. C'est peut-être l'un des secteurs les plus compétitifs, c'est vrai, sur le marché du travail, mais pour certains postes, bizarrement, il y a beaucoup moins de HEC, de M, polytechniciens, peu importe. Et ça, c'est aussi à vous de créer votre voie et de montrer justement, tiens, tout ce que j'ai vu en prépa, le niveau que j'ai atteint, peut aussi servir au monde du sport, qui, il y a encore jusqu'à 10 ans, était quand même très artisanal. Okay, donc, il y a beaucoup de choses à faire là-dessus. Et je pense que c'est également un argument que vous pouvez avoir pour le défendre en entretien, etc. C'est avoir cet esprit d'analyse, cet esprit d'adaptation, savoir vous adapter à tout type finalement de conversation, avec aussi votre culture générale. Ça peut réellement faire la différence dans le secteur. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas du tout évoqué la chose, mais après on peut parler d'app mobile, de studio, de run club monétisé, de communauté, de page Instagram. Les possibilités de faire ça sont assez élevées. Est-ce que, en revanche, ça fait partie de beaucoup de velléités, notamment de créer des boîtes dans le monde du sport. Est-ce que vous deux, vous avez un avis sur le sujet? Parce que moi, j'ai vu beaucoup d'idées dans les gens autour de moi, de promo, de faire des choses là-dedans, et finalement, alors c'est peut-être une règle générale dans l'entrepreneuriat de manière générale, mais finalement peu de réalisations concrètes entrepreneuriales, si on prend juste le prisme entrepreneurial dans le monde du sport. Je ne sais pas si vous avez un avis particulier sur ce point-là. Ouais, c'est vrai. Non, mais merci pour le sport santé. Je suis assez d'accord que c'est un pan qui est important, et peut-être un peu plus innovant et ouvert à l'innovation que justement peut-être le sport sport plus professionnel ou que j'évoquais, parce que c'est vrai. Je vais être assez honnête, que c'est des acteurs qui sont assez réticents au changement. Si je prends on prend le CIO, donc le comité international olympique, mais alors l'IA, je pense qu'on peut encore attendre 5 ou 10 ans pour qu'il l'adopte, et le côté c'est très 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 à l'ancienne, très 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 artisanal, et je pense qu'encore dans pas mal de secteurs et d'acteurs, c'est assez le cas. Donc je pense que ça peut être une explication du fait qu'il y a des boîtes qui se créent, il y a des boîtes qui se lancent, mais je pense qu'en fait le passage à l'échelle et aussi les financements sont assez durs à trouver. J'avais parlé à un entrepreneur qui essayait un peu de révolutionner le côté covoiturage pour aller dans les stades, et il galère quoi. Il galère à trouver des fonds, il galère à ce que justement les clubs puissent
justement se mettre en mouvement et un petit peu adopter la chose. Il y a des choses qui sont en train de se faire, mais ça prend du temps. Donc ça, moi, c'est une des explications que je verrais, c'est que pour l'instant, c'est des acteurs qui sont assez réticents au changement, parce qu'aussi, franchement, on prend les dirigeants de la plupart des fédérations françaises ou internationales ou autres, et c'est quand même, pour certains, en tout cas, des acteurs qui sont encore assez, un peu dans un mood à l'ancienne, même si je pense qu'un bon petit coup de pied dans la fourmilière ne ferait pas de mal. Et peut-être que l'IA, moi j'y crois fort, parce que franchement, quand je vois à Paris 24 ce qu'on faisait vraiment à la main, artisanalement, et moi ça me rend folle de voir que tous les 4 ans, même tous les 2 ans, si on prend les Jeux d'hiver, il y a le même type de compétition à organiser, et que tous les 4 ans, on redémarre de zéro. Les équipes n'arrivent pas à avoir la data de des éditions précédentes. Vraiment, moi, je recevais des fichiers de Tokyo, donc les Jeux de 2020 qui ont eu lieu en 2021, en japonais, vraiment inutilisable. Je me dis, il y a tellement, ça fait depuis X siècles qu'on fait les jeux, et on ne capitalise pas du tout. Mais là, je pense qu'il y a énormément de choses à faire en termes d'automatisation, de partage d'informations, mais le champ est fou. Mais juste, je pense qu'il y a des pouvoirs, c'est très politique, c'est des acteurs très politiques, et c'est très dur de changer les choses là-dessus. Moi, je pense aussi que quand on sort d'une grande école, on a un peu le boulard, et qu'on veut être absolument stimulé intellectuellement dans ses tâches. Et donc, c'est aussi, certains défendent le conseil et la finance par ça. Honnêtement, en fait, ils font des slides, et maintenant, avec l'IA, tous les calculs, ils ne font plus aucun calcul. Je préfère vous le dire, même tous les modèles Excel. Donc ça, c'est quand même, il faut un peu démystifier en tout cas cet aspect-là. Et au contraire, aussi revaloriser certains métiers qui, finalement, vont faire appel à plein de compétences qui sont assez fines. Je prends un exemple. Si vous voulez lancer une boîte de coaching sportif, au départ, on peut se dire le cœur du métier est assez simple, en tout cas direct, je vais faire des cours de sport. Mais toutes les compétences autour liées au marketing, à la communication, à la vente, à la gestion des hommes, à la gestion financière, tout ça, c'est déjà ce qu'on apprend, entre guillemets, en école de commerce, en tout cas ce qu'on devrait apprendre. Là, je peux vous dire, pour avoir des compétences fines, il faut être bon. Et là, vous allez vraiment faire la différence. Parce qu'un HEC ou peu importe qui crée une boîte de coaching sportif, donc au départ, c'est assez simple. En tout cas, comme idée, c'est pas révolutionnaire. Mais je peux vous assurer que vous allez faire une énorme différence là-dedans et vous allez être rentable. Ce qui est quand même aussi le but d'une entreprise au bout d'un moment, plutôt que créer des startups tech dans tous les sens. Et ça, vous pouvez complètement justement faire la différence dans ce type de métier de par les compétences que vous allez apporter autour. Donc ça, je pense que c'est vraiment quelque chose à avoir en tête et qui est importante. Merci beaucoup. Il nous reste plus beaucoup de temps. J'aurais bien aimé du coup revenir sur... évidemment, ça a traversé un peu tout ce qu'on a dit, mais sur Paris 2024. Je ne sais pas si ça marche pas. Non, c'est bon. Parce que, évidemment, c'est quelque chose qui a transporté tout le pays, sur lequel il y a aussi tout un imaginaire qui s'est créé. Donc toi, avec ce prisme-là de ce que tu faisais, mais d'être au centre du réacteur, c'est quand même assez incroyable. C'est quoi, toi, ce que tu en retiens? Donc tu as évoqué déjà quelques éléments, mais ce que tu en retiens, ce que tu as apprécié, ce que tu n'as pas apprécié, les moments qui sont surpris, des anecdotes, l'anecdote que tu aimes bien raconter en soirée qui fait marrer les gens. Ouais, c'est vrai que commencer sa vie professionnelle là-dessus, on se demande vraiment, je vais faire quoi après, quoi. Parce que donc quand je suis arrivée, on était au comité 500 salariés, donc 500 personnes, mine de rien, on arrive vite fait à reconnaître un peu tous les visages et très rapidement, en fait, c'était... donc j'ai connu aussi au sein de la direction des sports un petit peu tous les directeurs de chaque sport, les personnes un petit peu avant qu'elles forment leurs équipes. Au moment des Jeux, on était 4500, donc c'est-à-dire que les équipes avaient explosé. Nous, la direction des sports, on a fait franchement x30, en termes de nombre de personnes, c'était fou. Donc c'est vrai que
là où ce que j'ai le plus apprécié, je pense, c'est vraiment d'être passé par les deux côtés, de vraiment être dans la stratégie de la planification puis l'opérationnel, et d'être sur le terrain lorsque en fait on me demandait mais pourquoi est-ce qu'on fait ça comme ça, moi je savais, j'avais été là à toutes les étapes de construction du projet, donc ça c'était quand même assez fou. Et je pense que aussi ces jeux-là, ils ont énormément apporté. Franchement, à un moment, personne n'y croyait. C'est-à-dire que quand j'allais en soirée avant les jeux, c'était tout le monde, mais il y aura des attentats. Vous délogez les étudiants. Paris ça va être infernal pour les transports, etc. Et franchement, ça a été une masterclass. Je parle pas pour moi, hein, là je parle vraiment pour mes collègues des transports, même de toutes les aides de la mairie de Paris, les forces de l'ordre. Mais c'était un truc de fou. Et tous les Parisiens qui sont partis de Paris et qui ont loupé ça, franchement, j'espère qu'ils s'en mordront les doigts parce que c'était dingue, vraiment. Et moi, en tant que, j'ai jamais autant aimé Paris qu'à cette période-là. C'était un espèce de Paris magique où les gens souriaient et c'était fou. Et en termes d'anecdotes, je pense ce qui a été assez fou à vivre, ça a été notamment la phase paralympique. Donc on oublie souvent, mais moi en fait ça a été vraiment la phase où j'avais construit le projet de A à Z. Donc quand je dis le projet, moi en fait c'était tous les niveaux de service et comment les arbitres paralympiques allaient être traités. Et pourquoi est-ce que c'était aussi différent des Jeux Olympiques ? C'est que pendant les Jeux Olympiques, tous les arbitres étaient dans des hôtels. Voilà. Sauf que pour des raisons de contraintes budgétaires, on a décidé qu'en phase paralympique, en fait, comme on avait moins d'athlètes en phase paralympique qu'en olympique, on allait loger les arbitres au village. Donc plutôt bonne idée. On a un village de 10 000 places, on n'a que environ 5 000 athlètes. On va pas laisser 5 000 lits vides et aller payer des hôtels. Assez logique. Sauf que, qu'est-ce que ça pose comme question ? Des arbitres et des athlètes qui logent au même endroit, qui mangent dans les mêmes, dans le même réfectoire, qui prennent les mêmes transports. Ça pose des vraies questions en termes d'équité sportive et justement de bien gérer ça. Donc moi, avec ma manager, j'étais en charge de définir tout ce qu'on allait mettre en place au village pour faire en sorte que les flux ne se croisent pas, qu'ils prennent d'autres transports, qu'ils mangent à un autre endroit, que leur logement soit bien différencié. Et sauf que donc ça c'était tout prévu en amont, on a travaillé pendant des mois et des années là-dessus. En arrivant après la phase olympique au village en phase paralympique, mais personne n'avait en tête que les arbitres arrivaient au village. Donc je suis arrivée au village, rien n'était prêt. C'est-à-dire que j'avais 1200 arbitres qui arrivaient le même jour. À minuit 45, j'avais toujours 5 arbitres sans lit. Et j'étais toute seule avec 5 arbitres qui n'avaient toujours pas de lit parce qu'en fait entre les Olympiques et les Paralympiques il y a des chambres qui avaient été, c'était un bordel sans nom et personne pour m'aider. Donc là je me suis retrouvée à minuit 45 au milieu de la route du village en train d'arrêter tous les camions de logistique qui passaient en disant mais donnez-moi des lits, il faut que ces gens puissent dormir quelque part. Et donc là ça demande aussi d'aimer le terrain, d'aimer le côté opérationnel. Et à la fin, mes arbitres ont pu dormir sur des lits, mais voilà, fallait bien leur être là. Et je pense que la dernière anecdote qui a été pas facile à gérer, c'est j'ai dû gérer un décès sur le village. En fait, ça c'est pas aller dans les médias, mais grosso modo, il y a eu 2 décès pendant les Jeux. C'était pas des décès liés aux compétitions, c'est des arrêts cardiaques, un pendant la phase olympique et un pendant la phase paralympique. Et il se trouve que donc c'était le coach israélien j'ai oublié le sport, mais un coach israélien pendant la phase paralympique qui, en fait, au milieu de la nuit, a fait un arrêt cardiaque. Et il se trouve qu'un de mes arbitres faisait une promenade nocturne à ce moment-là, sachant que les arbitres, du coup, ont interdiction de s'approcher des délégations. Sauf que là, en fait, l'arbitre se promenait dans son périmètre. Il avait respecté les consignes, mais entend des appels à l'aide. Et donc, pompier volontaire, on a eu de la chance là-dessus, il court et il va en fait faire un massage cardiaque à l'arbitre israélien. Finalement, il n'a pas pu le réanimer, mais derrière, il y avait toute la gestion. Moi, avec mes 20 et quelques années, de gérer en fait psychologiquement cet arbitre, il était totalement traumatisé, il pouvait plus arbitrer. Fallait gérer aussi, tout le côté un petit peu après la prise en charge, le fait que la continuité au niveau de ces sites de compétition, qu'on puisse bien le remplacer, qu'on puisse bien le prendre en charge, le faire aller chez un psy, etc. Ça, c'est aussi des choses auxquelles on ne s'attend pas du tout. Et on a beau faire X plans A, B, C, D, il y a toujours de l'imprévu et c'est ça aussi qui est génial. Voilà, un petit peu.
2 anecdotes, effectivement. Ouais. D'ailleurs contradictoires de fait. Totalement contradictoires. Puisque sur la deuxième anecdote, il y a eu un rapport, heureusement. Il y a eu un rapport, mais pour le coup, voilà, c'est aussi là où, entre guillemets, il y a des règles. Enfin, c'est ça d'ailleurs qui est très intéressant dans le sport. Et dans le passage de la planification, la stratégie pour lequel on a tous envie de bosser et le côté opérationnel, en fait, le côté opérationnel est hyper intéressant. De un moment, à quel moment tu décides de faire fi des règles, entre guillemets, que tu as toi-même mises en place pour le bien de l'événement. Forcément, dans un événement, à un moment, il y a des gens qui vont dire « Ah non, mais moi, il faut que je passe à tel endroit parce que machin, etc. » Sauf que sur son accréditation, il est écrit qu'elle n'a pas l'autorisation. Donc, c'est un moment, qui est la bonne personne qui décide si oui ou non cette personne est nécessaire. Et ça, c'est toujours un jeu sur place, mais c'est hyper intéressant, je trouve. Et tu dirais, c'est assez intéressant, enfin ça, parce que donc t'expliques effectivement l'énorme croissance et les 2 phases préalables et les quelques semaines si particulières des jeux. Est-ce que tu dirais que tu as fait en fait le job classique entre guillemets d'école de co, à savoir de la stratégie, et que par rapport à du conseil en stratégie, t'avais une stratégie qui t'impliquait toi-même de la mettre en œuvre, et donc du coup t'as peut-être vu des différences, ou en tout cas parce qu'il y en a beaucoup qui veulent faire de la stratégie, ce que t'as fait, mais comme tu l'as fait en ayant toi-même l'obligation de la mettre en œuvre, c'est peut-être un peu différent. Ouais, c'était un cadre, déjà c'est un cadre particulier parce qu'en fait les jeux, on se rend pas compte, mais c'est je veux dire l'importance de cet événement est colossale, hein, en termes économiques, en termes réputationnels, donc on peut absolument pas faire comme on veut, vraiment pas. On a le comité olympique international, on a les médias, on a les fédérations, etc. Tout le monde est sur nos baskets pour la moindre décision. Et c'est ça aussi qui m'a un peu, je dirais pas dégoûtée, mais moi en tout cas je n'envisage pas du tout d'aller en fédération française ou fédération internationale, parce que c'est des acteurs beaucoup trop politiques, qui sont totalement éloignés du terrain et qui en fait imposent des règles sans du tout prendre en compte la réalité du terrain. Et donc ça, voilà, on est cadré dans notre stratégie, en tout cas, on reste cadré par des règles qui sont plus ou moins, sur lesquelles on peut plus ou moins jouer, mais on peut pas faire ce qu'on veut. Donc ça déjà, on est limité. Et c'est vrai que le fait d'être derrière l'opérateur qui va effectuer on va dire les opérations qui avaient été décidées, ça amène aussi une certaine latitude, parce que voilà, on sait sur le terrain pourquoi est-ce qu'on a pris cette décision, et quand on prend cette décision, on sait qu'on va être la personne qui va être opérante, donc je pense que c'est un peu différent, mais je pense que ça n'est pas comparable avec du conseil en stratégie, parce que l'événementiel fait que on est sur des questions totalement différentes, et parfois, franchement, je veux pas non plus donner une image idyllique de mon boulot. Il y a des fois, franchement, je faisais des tâches un peu nulles, quoi, hyper répétitives, parce qu'à un moment, mes 4500 arbitres, on avait une agence de voyage qui prenait les billets de train, d'avion, etc. pour qu'ils puissent venir à Paris, sauf que cette agence a évidemment, pour la plupart, fait n'importe quoi, et derrière, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est corriger à la mano, se mettre en lien avec d'autres gens qui vont prendre les billets, etc. Donc c'était du taf hyper saoulant et barbant, mais à un moment ça fait partie aussi du deal. Pour vivre l'aventure à fond, faut aussi passer par et parfois vous allez être sur le terrain à 2h du matin, être obligé de déplacer des tables, des chaises, ou à nettoyer un truc, mais en fait ça fait partie du jeu. Trop bien. On arrive à la fin du temps qu'on s'était imparti. Est-ce que vous avez une dernière chose à ajouter pardon, en fait, est-ce qu'il y a des questions surtout? Du tout. Tout était clair. Ouais. Est-ce que vous pensez que c'est pertinent d'entrer aussi par le milieu du sport via le secteur public ou le petit club, etc. Ouais. Est-ce que vous avez des exemples de place? Ouais, carrément. Moi, j'ai beaucoup de mes anciens collègues ou autres qui étaient soit du coup directement en fait que j'ai rencontrés via ils étaient déjà dans des institutions publiques, donc ça peut être rien que on prend une collectivité, il y a un département des sports dans une collectivité. Si on s'enlève des jeux, donc je pense que il y a un ministère des sports. Il y a énormément de choses à faire, je pense, au niveau public, et c'est d'ailleurs au niveau des réglementations, ça peut être hyper intéressant si on est intéressé par le secteur public d'aller dans cette direction.
Carrément, franchement, je pense que ça peut être une très bonne porte d'entrée. Après, il faut avoir, je pense, une affinité avec le monde public. Mais en tout cas, ouais, je pense que ça peut être une très bonne porte d'entrée. Je sais pas si... Et bien, merci beaucoup Fanny, merci François Avec pour plaisir. votre temps.